Bonjour à tous et bienvenue dans les matins du Sénat. Comment lutter contre l'islam radical? Existe-t-il des outils législatifs supplémentaires à mettre en place pour combattre le terrorisme islamiste? Dans la foulée de l'horrible attentat de Conflans-Sainte-Honorine, ces questions sont revenues sur le devant de la scène politique et médiatique. Hasard du calendrier parlementaire, les sénateurs ont examiné hier un texte visant à modifier la Constitution pour précisément lutter contre un phénomène que les sénateurs ont choisi d'appeler communautarisme. On part en séance, on en reparle juste après. Comme vient de le déclarer le président du Sénat, la République vient d'être frappée à travers un homme, un professeur, Samuel Paty, qui avait voué sa vie d'enseignant à défendre les valeurs que nous avons en partage. Le deuil de sa famille, de ses proches, de ses collègues, des enfants et des parents de son collège est aussi notre deuil. Ce crime barbare est une blessure pour chaque Français. Il laissera un traumatisme profond qui ne s'effacera pas avec le temps. À l'horreur qu'inspire cet accès de folie s'ajoute la révolte et l'indignation devant un acte criminel visant directement notre idéal républicain. Car ce qui est attaqué à travers cette abomination, c'est l'esprit de liberté et de tolérance. C'est la volonté de faire grandir la compréhension de l'autre à travers la connaissance. C'est l'école de la République ouverte sur le monde. C'est la transmission des valeurs de la citoyenneté à chaque nouvelle génération de Français. La plaie qui s'est ouverte ne se refermera pas sans une prise de conscience collective. Nous devons affirmer avec fermeté nos convictions, faire respecter nos principes, refuser de transiger sur l'essentiel. Je n'imaginais pas devoir prendre la parole à cette tribune pour vous proposer cette révision constitutionnelle dans un contexte qui serait marqué par l'ignominie d'un crime de sang dramatiquement spectaculaire. Et pourtant, ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine n'était pas imprévisible, puisque la propagande djihadiste réclamait depuis longtemps un tel passage à l'acte contre des enseignants. Voilà 5 ans déjà, nous délibérions ici de la lutte contre le terrorisme. Je me souviens vous avoir lu un passage de la revue en ligne de l'État islamique, Dar al-Islam, qui, dans sa folie meurtrière, appelait à assassiner des professeurs en livrant une guerre sans merci à la laïcité en des termes fanatiques, ne laissant place à aucune ambiguïté. La République est minée par le poison toxique de l'islamisme radical qui prétend faire prévaloir la loi du groupe sur celle de la nation à l'abri de la liberté religieuse. L'objectif qu'il poursuit est de nature politique. Nous devons dénoncer l'imposture consistant à mettre cette démarche idéologique sur le compte des droits de la religion, tout en déniant partout dans le monde la liberté religieuse à ceux qui ne partagent pas les croyances salafistes. Comme l'a démontré Jacqueline Eustache-Brinio dans le rapport de notre commission d'enquête sur la radicalisation, le projet islamiste est un projet totalitaire. Il bafoue la liberté de conscience, il porte atteinte à l'indivisibilité de la République et aux libertés, il bat en brèche nos droits fondamentaux à travers l'asservissement de la femme et il comporte dans sa forme extrême une dimension terroriste tragiquement présente en ce jour. La coexistence organisée des religions est une nécessité pour la paix internationale et pour la concorde civile. En France, vivent paisiblement plusieurs millions de compatriotes musulmans. Ces Français, rien ne saurait les distinguer des autres citoyens au regard de la loi. Ils ne doivent ni se retrancher d'eux-mêmes de la communauté nationale, ni en être retranchés par ceux qui amalgament religion musulmane et idéologie djihadiste. La France dispose d'une méthode simple pour résoudre ce défi de cohésion nationale, la laïcité, inventée pour que les antagonismes religieux ou philosophiques qui opposent les hommes ne les empêchent pas de vivre ensemble. Nous devons agir pour que la fraternité humaine finisse par l'emporter sur la pulsion de mort de qui prétend éliminer la pensée de l'autre en éliminant la vie de l'autre. Notre force est dans nos valeurs,
mais elle est aussi dans l'application rigoureuse de nos principes quand le vivre ensemble est menacé. La liberté religieuse est garantie à tout citoyen par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Le même article précise cependant « pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Et l'article 6 proclame aussi que la loi doit être la même pour tous. Dans notre République, la liberté religieuse ne saurait donc être invoquée pour tenir la loi en échec. Or, c'est justement à ce principe de base que les islamistes s'en prennent dans les communes, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les transports, les centres sportifs, les commerces, en retournant de la manière la plus perverse l'exigence de tolérance religieuse contre les principes républicains. Trop de décideurs, publics et privés, s'y laissent prendre en acceptant des concessions qui sapent les fondements de notre pacte civil. Il est temps de comprendre que face aux salafistes, l'esprit de conciliation n'est pas seulement une faiblesse, c'est une faute contre la liberté, contre la République, contre la nation, et aussi contre notre sécurité. Un coup d'arrêt doit être donné aux pratiques qui se sont répandues insidieusement dans tous les domaines de la vie sociale. Elles tendent, par petites touches, à donner droit de cité aux prescriptions de l'intégrisme religieux le plus borné, par une action méthodique de subversion des principes républicains. Il serait illusoire d'imaginer que la voie de la conciliation pourrait conduire à neutraliser ce projet. Respect pour les religions, oui. Complaisance face à la radicalité politique, non. Le président de la République s'est exprimé. Il a présenté une analyse dont certains termes méritent d'être repris. Je le cite : « Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ces lois propres sont supérieures à celles de la République. » Je partage ce constat et je dis au président de la République : puisque vous l'avez énoncé, allez jusqu'au bout. Acceptez d'inscrire le principe qui en découle dans notre loi fondamentale pour que nul ne puisse désormais le contourner. Un projet de loi est en préparation qui comportera diverses mesures: formation des imams, contrôle des associations cultuelles, scolarisation des enfants. Le Parlement en débattra. Mais aucune de ces dispositions, qui traitent principalement de la religion et non des règles de la vie en société, n'est véritablement à la hauteur de l'enjeu, celui d'une reformulation pour notre temps de principes qui sont au fondement de la République. Nulle part n'est en effet énoncé dans la Constitution le principe selon lequel nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de ses origines ou de ses croyances pour s'exonérer du respect de la règle commune. L'inscription de ce principe dans notre loi fondamentale est une nécessité politique, une mesure de sauvegarde. Il ne suffit pas que le Conseil constitutionnel applique déjà en partie cette règle non écrite. Elle est en effet constamment violée ou contournée. Il faut que cela cesse. Osons donc nous inspirer du modèle de nos grands anciens de 1789 qui ont posé les fondements de la société moderne par la proclamation de droits qui sont maintenant au sommet de notre édifice constitutionnel. C'est par la force des idées qu'une société se transforme. Nommons les choses, proclamons-les, qu'aucun enfant de nos écoles ne puisse les ignorer, qu'aucun citoyen de France ne puisse les confondre. Il faut que tout maire, tout proviseur, tout directeur d'hôpital, tout chef d'entreprise, tout responsable de club sportif, tout dirigeant associatif, tout organisateur de transport, tout Français sache comment réagir dans toutes les circonstances de la vie sociale où les revendications islamistes s'expriment. Donnons-leur une référence claire sur laquelle s'appuyer. C'est ainsi que nous imprimerons dans nos mœurs des pratiques dont nous n'aurions jamais dû nous écarter et qui garantiront la cohésion de la nation en affichant les couleurs de la République. C'est la vie concrète, la vie quotidienne que nous visons à travers des milliers de décisions prises chaque jour en réponse aux revendications islamistes. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une approche seulement juridique, impuissante à régir la réalité de la vie sociale. Nous avons besoin d'un acte politique souverain pour sceller l'accord des Français sur une vision commune de la République, un acte refondateur. Voilà pourquoi, avec Bruno Retailleau, Hervé Marseille et de nombreux collègues de la majorité sénatoriale, nous proposons d'inscrire dans la Constitution, au titre de la garantie des droits, ce principe fondamental qui veut qu'on ne puisse plus tirer prétexte de la liberté religieuse pour mettre en cause le respect de la règle commune. Cette proposition constitutionnelle a été discutée une première fois en commission des lois
en 2015, sans aboutir. Depuis, les esprits ont mûri et le texte dont nous débattons aujourd'hui a été déposé en février dernier, puis inscrit en septembre à notre ordre du jour. Si l'Assemblée nationale n'y fait pas obstacle, car elle détient ici le pouvoir d'empêcher, c'est le peuple français lui-même qui proclamera ce nouveau principe constitutionnel en se prononçant par référendum. Nos compatriotes décideront alors de la forme de société dans laquelle ils veulent vivre. Grâce au débat national qui précédera ce référendum, le principe sera désormais dans toutes les têtes. Nous attendons du Président de la République, du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, qu'ils conduisent le processus commencé aujourd'hui jusqu'au référendum que nous appelons de nos voeux. Le vote du Sénat aura ainsi ouvert la voie au nécessaire rassemblement de tous les républicains dans ce combat démocratique pour la liberté, qui est aussi un combat contre l'obscurantisme. Dans la suite du débat, la parole est à Christophe-André Frassat, rapporteur de la commission des lois, pour 10 minutes, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, estimés collègues, en tant que rapporteur de la commission des lois, je souhaite saluer la mémoire de Samuel Paty, hussard noir de la République, égorgé pour avoir enseigné la liberté d'expression dans une classe de 4e. Cet assassinat nous oblige. Il nous oblige à agir pour défendre la République face à ses ennemis, tout en assurant la dignité de notre débat. Cette proposition de loi constitutionnelle est une réponse au coup de boutoir du communautarisme qui fragmente notre société. Pour reprendre le constat lucide de Robert Badinter, le communautarisme, je cite, « c'est la mort de la République. Si nous devions avoir des communautés qui négocient leur adhésion ou leur participation, ce serait fini. Ce serait un autre type de République. » Dans le même esprit, le politologue Jérôme Fourquet décrit la France comme un archipel d'îles s'ignorant entre elles. Cette fragmentation remet en cause notre pacte social, fondé sur l'indivisibilité de la République, la souveraineté nationale et l'unité du peuple. Sur le terrain, les comportements communautaristes se font de plus en plus pressants, comme l'a démontré notre commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail fourni, sous la présidence de Nathalie Delattre, par son rapporteur, notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, dont chacun connaît l'engagement sur ce dossier. Le communautarisme défie la République dans tous les secteurs de la vie quotidienne, en particulier dans les services publics, les entreprises et le monde sportif. Ce phénomène, longtemps nié par certains, est absolument documenté et abondamment documenté. Dans leur ouvrage « Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert », les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme décrivent, par exemple, les refus de soins, le mari d'une patiente s'exclamant « Ma femme peut crever, mais au moins je suis en paix avec Dieu ». D'autres patients refusent les transfusions sanguines, ce qui conduit à une impasse médicale et à des catastrophes sanitaires. L'école est aujourd'hui prise pour cible, car elle constitue le premier rempart contre l'obscurantisme. Dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale, un recteur admet, je le cite, qu'il est difficile d'enseigner Voltaire dans certaines classes. L'absentéisme sélectif est aussi une réalité, par exemple pour éviter les cours de natation ou de SVT. Ces difficultés ne concernent pas uniquement le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Chacun doit en avoir conscience. S'agissant des entreprises, 65% des salariés observent des faits religieux sur leur lieu de travail et 55% des managers déclarent ne pas disposer des ressources nécessaires pour gérer d'éventuelles situations conflictuelles. La loi El Khomri du 8 août 2016 a constitué une première étape. Elle clarifie le fait que le règlement intérieur de l'entreprise peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions de salariés. Elle reste toutefois peu mise en œuvre. Seuls 32% des entreprises ont complété leur règlement en ce sens. Dernier exemple, le monde du sport. Le sociologue Médéric Chapiteau
mentionne plusieurs situations concrètes, comme un club de football portant le nom de Maccabi et refusant de jouer le vendredi et le samedi, ou des professeurs de clubs de boxe qui refusent la participation de boxeuses car elles ne seraient pas suffisamment habillées. Ces ruptures du pacte républicain ne sont pas acceptables. Elles peuvent d'ailleurs concerner l'ensemble des croyances et pas uniquement une religion donnée. Il faut être extrêmement clair sur ce point. Le communautarisme dépasse la problématique de la laïcité. La question n'est plus d'organiser les relations entre les églises et l'État, mais plus largement de préserver l'unité nationale dans une société laïque. Les croyants en sont les premières victimes. Comme l'a écrit notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, je la cite, « La majorité des musulmans est attachée au modèle républicain. Aspirant à l'anonymat, elle est aujourd'hui prisonnière d'une minorité qui revendique une pratique rigoriste, radicalisée et visible. » Lors de son audition, le grand rabbin de France m'a d'ailleurs rappelé cet adage du Talmud sur lequel nous avons échangé en commission avec ma collègue Esther Benbassa, « La loi de l'État à force de loi ». Les femmes payent également un lourd tribut au communautarisme. Nadia Remadna, présidente de la Brigade des mères, a par exemple avoué qu'elle n'aurait jamais pensé devoir se battre ici, dans ce pays, pour boire de l'alcool ou fumer une cigarette. Dans les familles, des enfants se trouvent embrigadés par des règles communautaires bien loin de la République émancipatrice que nous appelons de nos vœux. Face à ces difficultés, le président de la République enchaîne les discours. Discours au Bernardin, à Mulhouse, au Panthéon, aux Mureaux. Les actes tardent toutefois à venir, malgré l'annonce d'un projet de loi pour la fin de l'année. L'action des cellules départementales de lutte contre l'islamisme mériterait également d'être évaluée plus en profondeur. Nous pourrons débattre de la notion de séparatisme, qui peut paraître trop étroite pour rendre compte de la réalité du communautarisme. Sur le terrain, des groupes comme les Frères musulmans ne cherchent pas à vivre en marge de la société, mais au contraire à y répandre leur mode de vie dans une logique qui, elle, est d'entrisme. Le texte que nous examinons poursuit un objectif très clair, réaffirmer la prééminence des lois de la République. Il vise à inscrire à l'article 1er de la Constitution le principe selon lequel nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. Il s'agit, disons les choses, d'un acte politique pour donner un coup d'arrêt au communautarisme. J'observe d'ailleurs que cet objectif semble faire consensus. Dans son discours de Mulhouse, prononcé le 18 février dernier, le président de la République a affirmé qu'on ne doit jamais accepter que les lois de religion puissent être supérieures aux lois de la République. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a également déclaré que la loi de ce pays doit être nécessairement le cadre commun. Juridiquement, la proposition de loi constitutionnelle conforte des garanties qui relèvent aujourd'hui de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et notamment de ses décisions de 1999 et de 2004. Il s'agit de graver dans le marbre cette jurisprudence, mais également de l'étendre. Le texte couvre les relations entre les collectivités publiques et les particuliers, ce qui correspond à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais également les interactions collectives dans le secteur privé. La notion de règle commune intègre en effet les lois et règlements de la République, mais aussi les règlements intérieurs des services publics, des entreprises et des associations. Le texte rappelle ainsi que la liberté de conscience, que nous devons à tout prix sauvegarder, n'autorise personne à exiger un traitement à part, que ce soit à l'école, dans les hôpitaux, dans les transports publics, au bureau, dans les centres sportifs, etc. Il s'adresse ainsi aux acteurs de terrain comme les maires, les enseignants ou les médecins pour leur donner les moyens de réagir face aux revendications communautaires. Pour le professeur Dominique Chagnollot, le texte comporte, je le cite, une règle de conciliation constitutionnelle permettant de répondre aux coups de boutoir du communautarisme par des règles claires. Jean-Éric Schuttel, conseiller d'État honoraire, partage cette analyse. Il affirme que la République a besoin de repères simples à formuler et à respecter. Et il poursuit « Non, les règles actuelles ne suffisent pas, tant est grande la confusion des esprits ». L'affaire de la crèche associative Babilou illustre ces difficultés. Il a fallu plus de 5 ans pour déterminer le droit applicable, la crèche ayant dû, dans l'intervalle, suspendre ses activités puis déménager dans une commune voisine. De même pour les procédures de licenciement engagées pour prosélytisme religieux qui sont très difficiles à mener. La proposition de loi constitutionnelle ne remet pas en cause la conception française de la laïcité. Au contraire, elle la réaffirme.
Elle n'affecte pas la possibilité pour les collectivités publiques de financer la rénovation de lieux de culte dans une logique patrimoniale. De même, les régimes de l'Alsace-Moselle et de la Guyane ne sont pas remis en cause. Je tiens à rassurer nos collègues issus de ces territoires. Je rappelle enfin que la Cour européenne des droits de l'homme accepte des limitations portées à la liberté religieuse dès lors qu'elles respectent 3 critères cumulatifs: être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnées au but poursuivi. Dans une jurisprudence de 2017, la CEDH précise par exemple que les croyances religieuses ne justifient pas que des écolières soient exemptées de cours de natation. J'en viens maintenant au second article de la proposition de loi constitutionnelle qui impose aux partis et groupements politiques de respecter le principe de laïcité. Il apporte ainsi une nuance à l'article 4 de la Constitution, qui dispose que les partis se forment et exercent leur activité librement. Mais ce n'est qu'un ajout, les partis devant déjà respecter les principes de souveraineté nationale et de démocratie. L'objectif est ainsi de lutter contre l'émergence des partis communautaristes, dont l'adhésion des membres est souvent conditionnée à l'appartenance à une communauté. En revanche, cette disposition ne concerne pas les partis issus d'une tradition religieuse, mais respectant l'unité du peuple français, comme l'ont été le Mouvement républicain populaire, le MRP, ou l'Union pour la démocratie française, l'UDF. La raison en est simple. Ces partis ne prônent pas la supériorité des préceptes religieux sur les règles communes, pas plus qu'ils ne remettent en cause la souveraineté nationale ou la démocratie. Sur le plan opérationnel, le texte donnerait une base constitutionnelle pour interdire le financement des partis communautaristes. L'argent public ne doit pas servir à financer directement ou indirectement ce type de partis ou d'associations. Nous aurons aussi ce débat lors de l'examen du projet de loi du gouvernement dont le nouvel intitulé m'interroge. Il vise à renforcer la laïcité comme si cette dernière était à terre. La laïcité constitue, je conclus, la laïcité constitue au contraire le ciment de notre pacte social, hier comme aujourd'hui. Le problème n'est pas la loi de 1905, mais les moyens mis en œuvre pour garantir toute son application, rien que son application. En conclusion, la Commission vous propose d'adopter la proposition de loi constitutionnelle de messieurs Bas, Retailleau et Marseille. Elle permet de réaffirmer la prééminence des lois de la République dans un contexte où les coups de boutoir du communautarisme remettent en cause notre vivre ensemble. Je vous remercie. Merci. À la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur Frassa, Mesdames et Messieurs les sénateurs, il est des moments dans l'histoire d'un pays où, face à la barbarie, les voix se lèvent, les consciences se réveillent et le peuple se rassemble. C'est un de ces moments que nous vivons aujourd'hui. Après l'effroyable assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de la République. M. Paty est mort pour avoir exercé sa mission de professeur. Il est mort d'avoir expliqué, dans le cadre de l'enseignement moral et civique des classes de 4e, que la liberté d'expression ne va pas sans la liberté de déplaire et parfois de choquer. Il est mort d'avoir rappelé que dans la France laïque, le respect des personnes n'exclut pas la critique des idées et des religions. Il est mort, héritier de Voltaire
et des suppliciés défendus par cette grande figure des Lumières, d'avoir enseigné que dans notre pays, la loi de la République prime la diversité des appartenances et prévaut sur tous les dogmes. Nous lui avons rendu hommage avec émotion. Mais le plus bel hommage que nous pourrons lui rendre une fois passé le temps de l'émotion et des larmes sera d'être fidèle à ce que fut sa vocation et ce qui doit être notre combat. Car ne nous y trompons pas, M. Paty n'est pas mort par hasard. Il a été ciblé avec soin comme figure de l'enseignement républicain que les adversaires résolus de la démocratie que sont les islamistes s'emploient depuis de très nombreuses années à affaiblir, à avilir et aujourd'hui à martyriser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est donc dans un contexte particulier de très vive émotion que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République. La prééminence des lois de la République, mais qui peut être contre cette finalité a pour tous les républicains la clarté de l'évidence. Mais cette évidence, on le sait, ne touchera jamais les forces haineuses de l'obscurantisme et la forme moderne qu'il prend aujourd'hui avec le visage de l'islamisme. L'islamisme, mesdames et messieurs les sénateurs, car il faut nommer clairement les choses, ainsi que l'a fait le président de la République lors de son discours sur le séparatisme. Et j'aurais apprécié pour ma part que votre proposition de loi, soumise aujourd'hui à votre examen, dise plus clairement les choses, car on sait d'où vient le mal et où il plonge ses racines. Le projet islamiste entremêlant le religieux et le politique est connu. C'est celui de l'instauration dans notre pays d'une contre-société où les valeurs de la République, l'esprit des Lumières, l'héritage de la Révolution française, en un mot le droit, la culture et l'esprit français devraient céder la place au fanatisme religieux, à l'inégalité des êtres et à l'oppression des individus. Ce projet islamiste est celui que de toutes mes forces, avec vous, avec le président de la République, avec le gouvernement, je veux combattre au nom des convictions qui ont guidé toute ma vie. La franchise que je vous dois et la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui en qualité de garde des Sceaux et du droit, ministre de la Justice et des Libertés, me conduisent cependant à vous dire que si je partage la nécessité et l'urgence du combat à mener pour assurer la prééminence des lois de la République, je ne suis pas convaincu par la justesse, la rigueur juridique et l'utilité de la proposition qui nous est soumise. Je crois pour ma part, pour y travailler en ce moment avec le ministre de l'Intérieur, que le futur projet de loi de défense de la République contre le séparatisme et l'islamisme radical apportera une réponse plus appropriée, plus concrète et plus efficace au mal qui ronge notre société depuis de trop nombreuses années. La révision de la Constitution est un exercice délicat et j'aurais souhaité des fondements plus assurés aux modifications que la proposition de loi se propose d'introduire dans notre texte fondamental. J'entrevois aussi quelques difficultés, les ambiguïtés, les polémiques et aussi les inquiétudes que ne manqueront pas de soulever certaines
des dispositions proposées. Le premier article de la proposition de loi entend modifier l'article 1er de la Constitution pour interdire à toute personne de s'exonérer de la règle commune au nom de son origine ou de sa religion. Le second article prévoit de modifier l'article 4 de la Constitution pour imposer aux partis politiques de respecter le principe de la laïcité. Regardons, si vous le voulez bien, précisément, concrètement, la portée des modifications proposées. Il est prévu d'interdire à toute personne de s'exonérer au nom de sa religion ou de son origine du respect de la règle commune. Mais qu'est-ce que la règle commune ? Parle-t-on de la règle de droit ? Parle-t-on des différents niveaux de normes ? Parle-t-on de ce qu'il est convenu d'appeler le droit souple qui régit de plus en plus aujourd'hui le fonctionnement des organisations ? Le Conseil constitutionnel a certes déjà utilisé cette expression dans sa décision du 19 novembre 2004 concernant le traité établissant une constitution pour l'Europe, mais il faisait référence de manière très particulière aux seules règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Étaient alors visées les règles de police administrative et notamment la police des cultes. La proposition de loi prend donc le risque de transformer un terme ayant une signification précise dans la décision de 2004 en une notion des plus vagues. Je crois que depuis 231 ans, notre droit est clair et suffisant. Avec l'article 10 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonce, vous l'avez rappelé, monsieur le questeur, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Ce juste équilibre, c'est au quotidien ce qu'il nous appartient de faire vivre, en particulier en assurant de la manière la plus vigoureuse la protection de l'ordre public. Trop imprécise dans ces termes, la proposition de loi me paraît également beaucoup trop approximative dans ses objectifs, au risque de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience ou de remettre en cause, en prenant le risque de les rendre inconstitutionnelles, des législations bien établies. Voulez-vous en particulier, en interdisant toute exonération des règles communes, mettre fin au régime concordataire d'Alsace-Moselle ? Voulez-vous mettre fin aux règles particulières existantes outre-mer dans le domaine des cultes ? Voulez-vous prohiber les dérogations alimentaires aujourd'hui permises par notre droit au bénéfice des personnes de confession juive ou musulmane ? Voulez-vous supprimer les clauses de conscience des médecins, souvent inspirées par leurs convictions religieuses, notamment en matière d'avortement ? Je ne suis pas sûr que l'on ait bien mesuré les incidences que le texte proposé au vote de votre Assemblée est susceptible de provoquer. Vous voulez également imposer aux partis politiques de respecter la laïcité. Aujourd'hui, l'article 4 de la Constitution impose aux partis politiques de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Pour autant, cela n'a jamais servi à interdire les partis monarchistes. Vous voulez que les partis respectent la laïcité et le parti des démocrates chrétiens, qui ont tant apporté à la République. Si votre objectif est le renforcement de la laïcité et de la lutte contre les dérives séparatistes, ce texte, mesdames et messieurs les sénateurs, ne le permettra pas, et c'est bien là que le bât blesse. En effet, renforcer la laïcité et lutter contre le séparatisme islamiste passe d'abord par le respect intraitable de nos principes républicains, ainsi que l'a dit le président de la République aux Mureaux
le 2 octobre dernier. La laïcité n'est pas le problème, c'est en réalité la solution, et je dirais même la seule solution. Nos principes constitutionnels sont clairs, nos principes constitutionnels sont fermes. Ils permettent d'assurer la conciliation entre, d'une part, la liberté de culte et, d'autre part, l'autorité de l'État. Ce dont notre pays a besoin pour atteindre l'objectif que nous poursuivons en commun, c'est la mise en œuvre résolue du principe de laïcité, rappelé avec force par l'article 1er de notre Constitution. Comme l'a dit le chef de l'État, notre République, c'est à la fois un ordre et une promesse. Aujourd'hui, pour en tenir la promesse, il nous faut garantir l'ordre. Vous l'aurez compris, je considère que ce n'est pas ce que permettra votre proposition, mais le moment, je le pense, nous oblige, mesdames et messieurs les sénateurs, à travailler ensemble. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à la présidente Assassi pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, l'examen aujourd'hui de cette proposition de loi constitutionnelle prend une dimension particulièrement dramatique à la suite du crime horrible dont a été victime Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie. Nous nous inclinons devant sa mémoire et nous assurons à sa famille et ses proches, à ses collègues de l'établissement où il enseignait, et plus largement à l'ensemble du monde éducatif, notre solidarité. Nous leur disons simplement que nous partageons leurs émotions, leur tristesse. Hier, j'étais présente au rassemblement parisien, place de la République, et je regrette à cet égard que certains aient brillé par leur absence. Des milliers de personnes se sont unies dans la plus grande dignité pour exprimer leur solidarité, pour dire leur attachement aux valeurs de la République et à la laïcité, et pour dire aussi que cet effroyable crime ne pouvait pas faire l'objet de récupération d'où qu'elle vienne. Nous devons toutes et tous, ici, être à la hauteur de ce qui s'est exprimé hier à Paris comme ailleurs dans notre pays. Mercredi soir, à la Sorbonne, nous rendrons un hommage national à Samuel Paty. Un hommage bien légitime, car il enseignait la liberté de penser, pour que ses élèves puissent vivre en femmes et en hommes libres, capables de penser et non seulement de croire. L'obscurantisme n'a pas sa place dans notre République parce qu'il est contraire à la liberté. Or, aujourd'hui, la liberté est fragile. Nous devons toutes et tous la protéger. L'islam radical, car il faut effectivement savoir nommer les choses, doit être combattu pour ce qu'il est, en évitant les amalgames racistes et anti-musulmans que certains se plaisent à distiller. La mouvance islamo-radicale est une plaie pour la liberté, pour la démocratie, pour la laïcité, pour la République. C'est une idéologie fascisante. Comme je l'ai demandé aujourd'hui à Monsieur le Président du Sénat, nous aurions souhaité que ce débat législatif soit reporté au regard de l'actualité dramatique que nous connaissons. D'aucuns savent qu'il n'est jamais bon de légiférer dans l'émotion et le sujet est bien trop important pour ne lui accorder qu'un si bref débat et par ce biais. Il s'agira dans les semaines et les mois à venir de faire face à des dérives avérées, de trouver des réponses. Je le redis, tout extrémisme religieux n'a pas droit de citer dans notre pays, mais la question ne peut pas être traitée à coups de décisions à l'emporte-pièce. Il s'agira de s'attaquer aux racines du mal qui s'exprime aujourd'hui. Ce terreau, évoqué de toutes parts, sans jamais bien en comprendre les tenants et les aboutissants,
Les territoires abandonnés de notre République doivent en effet être reconquis, non pas par un État autoritaire, selon nous, mais plutôt par un État fort de ses services publics, au chevet de ses professeurs si malmenés, pas moins que le personnel hospitalier ou encore les policiers. Il semble urgent de prendre conscience de l'ampleur de la tâche qui nous incombe vis-à-vis du corps enseignant. L'école est un pilier fort de notre République et de la laïcité. Il s'agit d'accompagner effectivement les enseignants dans leur travail d'affirmation des valeurs de notre République et de ses principes fondamentaux. Et d'un point de vue plus global, il faudra aussi s'interroger sur l'ordre international établi pour abandonner toute complaisance avec certains pays et cesser trop souvent de semer la guerre pour récolter le chaos et le terrorisme. Je le redis, nous souhaitons aborder tous ces sujets dans la sérénité d'un débat hors de toute émotion. Aussi, si nous suivrons la discussion générale, nous ne prendrons pas part au débat ni au vote sur cette proposition de loi qui nous semble aujourd'hui inappropriée et, je le répète, qui aurait dû être reportée. Nous serons aussi au rendez-vous pour débattre dans les semaines à venir du projet de loi visant à renforcer la laïcité et conforter les principes républicains pour traiter les problématiques qui nous sont posées aujourd'hui. Celles-ci sont plurielles, elles sont complexes et bien souvent, finalement, à la marge du concept même de laïcité qui, pour nous, dispose déjà d'une base constitutionnelle solide et indiscutable. Pour conclure, permettez-moi, c'est rare, d'emprunter cette citation à Louis Aragon. « Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine. » Je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est à Nathalie Goulet pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, les Français se sont réveillés samedi matin avec la gueule de bois. Et je crois qu'on ne s'est pas encore remis de ce qui s'est passé. Et l'émotion, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, l'émotion est forte. Ce débat était prévu de longue date, pas d'opportunisme pour le Sénat, un débat qui était prévu et qu'il demeure. Je travaille sur ces questions de lutte contre le terrorisme depuis très longtemps, puisqu'avec mon collègue André Reichardt et Jean-Pierre Sueur, nous avons commis, à partir de juin 2014, une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Finalement, on se retrouve, Monsieur le Ministre, dans cette situation qu'on connaît si bien et malheureusement trop souvent répétée. Nous sommes dans l'ex-post et pas dans l'ex-ante. Et je vous dirais que des commissions d'enquête, il n'en faut pas. J'ai fait un bref résumé de ce qui s'était passé. Nous avons commis 12 commissions d'enquête, missions d'information sur le sujet, avril 2014, juin 2015, juillet 2016, juillet 2018, juin 2020. Juillet 2020, sans parler des multiples commissions d'enquête sur le financement du terrorisme. Je tiens à votre disposition 40 pages de préconisations que nous avons fait les uns et les autres. Donc le constat est fait. Le dernier rapport en date est celui de notre collègue Eustache-Brinio. Comment expliquer aux Français et à leurs représentants qu'il faille attendre qu'un enseignant soit décapité pour expulser 231 personnes déjà en situation d'expulsion ? Comment expliquer l'incapacité de nos services, peut-être contraints par des conventions internationales, à expulser les indésirables, délinquants fauteurs de troubles? Faut-il plus de moyens, Monsieur le Ministre? Dans ces cas-là, le PLF et l'argent magique, en ce moment, pourraient nous aider à avoir plus de moyens si c'est ça dont nous avons besoin. Comment laisser des prêcheurs étrangers venir chaque année renforcer le nombre d'imams et de psalmodieurs pendant... Je sais que ce n'est pas vous, pendant le ramadan, mais j'explique la situation. Il y a eu plusieurs questions d'actualité de poser sur ce sujet. Comment laisser également
des personnes arrivées sur notre territoire. Bien sûr, ça ne dépend pas de la justice, mais ça finit par arriver chez vous, Monsieur le ministre. Ce texte en parle, puisque nous avons sur notre territoire accepté des collecteurs de fonds pour des écoles coraniques en Mauritanie. La main droite envoie nos soldats protéger l'Afrique de l'Ouest des terroristes, alors que la main gauche accepte sur notre territoire un certain nombre de prêcheurs de haine. Comment accepter également, sans que les préfectures et les maires soient informés, que des représentants des frères musulmans viennent dans des mairies sans aucune garantie, sans aucune information, ni des maires, ni des préfectures. Il y a des choses à régler et j'en terminerai sur ce sujet par l'interdiction des frères musulmans, qui est un sujet qu'il faudra aussi traiter. C'est-à-dire qu'on ne pourra parler du texte d'aujourd'hui et du texte qui vient si déjà on met en ordre ce qui doit être fait, c'est-à-dire l'application de la loi de la République. On demande aujourd'hui à renforcer ce principe de laïcité dans la Constitution. Il est extrêmement important d'appliquer d'ores et déjà les textes qui existent. Et puisque je vais me terminer sur un point très important, Monsieur le ministre, qui est le droit des associations. Parce que sur ce sujet, nous avons affaire à une hypocrisie, ou en tous les cas un problème extrêmement important, qui est celui du statut des associations qui ont un lien direct ou indirect avec un lieu de culte. J'ai entendu les projets de réforme, c'est-à-dire qui consistent à imposer le statut de la loi de 1905. Ce changement de statut, Monsieur le ministre, nous l'avons voté 4 fois dans cette maison. Nous l'avons voté 1 fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le texte a été retoqué par le Conseil constitutionnel dans la loi Égalité citoyenne au motif qu'il s'agissait d'un cavalier. Le Sénat s'est préoccupé de l'ensemble de ces questions depuis des années. Et donc, il est absolument essentiel que nous puissions finir par prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont entre les mains du gouvernement. Le Sénat a fait son travail. Le Sénat a assuré et assumé un certain nombre de positions qui n'étaient pas faciles auprès des collectivités territoriales, avec Jean-Marie Bockel et sa délégation, auprès de la Commission des lois, auprès de la Commission des finances. Nous avons multiplié, Monsieur le ministre, les actions. Et lorsqu'on demande l'égalité, puisque c'est de ça dont on parle aussi, le président Larcher nous explique, en parlant de la laïcité, qu'effectivement, il faut aligner les statuts de 1901 et de 1915, mais que ceci, je cite, on peut mettre autoritairement ce changement de statut en place ou pousser les associations gérant un lieu de culte vers le statut de 1905, c'est bien ce qu'on va faire, mais cela va poser problème aux cultes installés. Monsieur le ministre, si on prend des dispositifs, il faut les prendre pour tout le monde. C'est le corollaire indispensable de l'égalité de tous devant la loi. Et je ne vois pas bien, lorsqu'on a parlé cette semaine de signer des attestations de laïcité pour un certain nombre d'associations qui doivent toucher des subventions, Monseigneur Xavier Malle s'est empressé d'indiquer, je lis que toute association sollicitant une subvention publique devra signer une charte de laïcité. Ainsi, par exemple, la conférence Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, etc., on ne peut pas être d'accord. Moi, je rappelle quand même que dans cette maison, on a essayé plusieurs fois de faire voter ces dispositifs et que nous n'y sommes jamais arrivés. Et, Monsieur le ministre, moi, j'en aurais fini de cette indication en vous disant que les Français sont absolument bouleversés, mais sont surtout aussi très en colère. Et que, outre les discours et les promesses, il faut que dans les semaines qui viennent, des dispositions fortes soient prises et directement appliquées et comprises par nos concitoyens. Parce que ce qui est arrivé il y a quelques jours est un drame absolu pour chacun des Français, mais c'est aussi une disposition qui peut mettre la France au bord de la guerre civile. Il faut absolument que nous puissions arriver à appliquer les préconisations que nous avons formulées d'ores et déjà. Le plus rapidement possible, Monsieur le ministre, c'est un souhait fort que d'appliquer les lois qui existent. Et sur ce sujet, vous pourrez compter sur le groupe de l'Union centriste. Nous avons toujours été présents dans cette maison, gauche et droite réunies, quand la République l'appelait, avec les gouvernements qui se sont précédés, au moins depuis Charlie et même bien avant.
Je crois qu'on a montré au Sénat notre responsabilité. Cette fois-ci, l'heure est vraiment grave et nous n'accepterons plus aucun délai pour l'application des lois de la République. Je vous remercie. La parole est au président Kanner pour 9 minutes. Ça va? Tous les boutons. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur l'auteur, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comment se montrer digne de l'ineffable sentiment de colère, d'affliction, de dégoût partagé par la famille, les proches, les collègues et les élèves de Monsieur Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Je rends d'abord hommage aux enseignants, et je cite un éditorialiste de La Voix du Nord, Julien Lécuyer, ces hussards noirs de la République qui portent l'arme de la connaissance dans la plaie de l'obscurantisme. L'école fait l'objet de délibérations perpétuelles. Elle est scrutée, inspectée, sondée, parfois critiquée. Elle est toujours dans l'attente, pour ne pas dire la crainte, d'une nouvelle réforme. Et pourtant, les Françaises et les Français lui sont intimement attachés. Si les attentes de nos concitoyens sont fortes à son égard, c'est parce que l'école incarne le savoir et la connaissance, parce qu'elle est la source d'émancipation, parce qu'elle est une promesse d'égalité, parce qu'elle éveille les aptitudes et échauffe les vocations. Vantons notre instruction gratuite et obligatoire. Samuel Paty voulait former des esprits libres. Il est mort, décapité par un fanatique de 18 ans. Il portait le savoir, cette lumière qu'ils ne pourront pas éteindre. Chers collègues, en tant qu'ancien ministre de la Ville, je sais que les revendications communautaires sont une réalité. Mais je ne partage pas l'idée que nous ne serions pas armés pour y faire face. Nos règles sont là et sont sans ambiguïté sur ces sujets. L'article 1er de la Constitution garantit l'égalité de tous devant la loi et interdit totalement un traitement différencié en fonction de l'origine ou de la religion. Le même article 1er affirme que la République française est laïque. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fixe le but de toute association politique, principe conforté par l'article 4 de notre Constitution. Mes chers collègues, ce qui manque, ce ne sont pas de nouvelles règles, elles existent déjà. C'est parfois le courage politique de les faire appliquer. La loi ne peut s'appliquer que si elle est claire et compréhensible par tous. Elle ne supporte pas les effets de manche. Elle ne sert plus si elle est elle-même superfétatoire. Ainsi, le but affiché par cette proposition de loi constitutionnelle n'est pas l'efficacité, mais l'affichage. L'efficacité ne se serait passée d'une telle démarche. Elle aurait nécessité, cette proposition de loi, l'établissement d'un diagnostic sur les textes en vigueur et de déterminer les moyens d'agir afin de préparer, le cas échéant, l'adoption de dispositions suffisamment précises et de formules non équivoques. Aujourd'hui, la majorité sénatoriale devrait être animée par la préoccupation de rédiger un texte normatif clair dans ses principes et juridiquement solide pour que le juge qui doit l'interpréter et l'appliquer à chaque cas d'espèce, et ce n'est pas le cas, vous le reconnaîtrez. Certes, votre démarche résonne particulièrement dans le contexte actuel. Ainsi, elle aboutit sur un point. Elle met la question de la prééminence de la République sur tout autre groupe ou groupement au débat de notre Assemblée. C'était important. Cela devient nécessaire. Il faut se saisir de ce débat. La lutte contre le communautarisme n'est pas la propriété d'une famille politique ou d'une autre. Comme le manque de courage politique d'ailleurs, cela transcende les clivages. Nous sommes disposés à apporter notre concours pour à la fois renforcer les moyens de lutter contre les messagers de la haine et réduire le terreau social fertile qui les fait prospérer en remettant la promesse républicaine et les services publics au cœur des politiques publiques dans les territoires abandonnés. Pour ces combats, vous nous trouverez toujours à vos côtés, mes chers collègues. Car ce combat contre l'obscurantisme et pour la République est long. Il a commencé il y a plusieurs siècles et ne s'arrêtera pas. Il faut continuer à le mener inlassablement avec résolution. Il ne peut y avoir aucune complaisance vis-à-vis de ceux qui se construisent contre la République. Pour autant, il ne peut plus y avoir un discours sur les ghettos sans mettre les moyens de la mixité et de la lutte contre les discriminations territoriales, sociales liées à l'origine. Tous les séparatismes doivent être combattus. Oui, quand une discussion touche un sujet aussi grave dans la destinée du pays, il faut, sans hésiter, aller au fond de la question. Que chacun balaye devant sa porte. La tolérance ne doit pas conduire à la mansuétude. La fermeté ne doit pas conduire à l'ostracisme. Ni angélisme, ni amalgame.
Il n'y a pas de fondamentalisme à jamais paisible. Il n'y a pas de salafisme à jamais inoffensif. Il n'y a pas d'intégrisme à jamais pondéré. Quand on professe le rejet de la République, on prépare les esprits à l'apologie de la violence et de la haine. Il n'y a aucune complaisance à avoir vis-à-vis de ceux qui s'érigent contre la République. On ne laisse pas impunément prospérer les radicalités dans les zones d'ombre de la République. J'étais le premier, en mars 2016, à dire que dans notre pays, en tant que ministre de la Ville, il y avait des quartiers qui présentaient des similitudes potentielles avec Molenbeek. Que n'ai-je entendu dans mon propre camp à l'époque? Ne nous en cachons pas. Molenbeek, c'est quoi? C'est une forte concentration de pauvreté et de chômage, un système ultra-communautariste, n'ayons pas peur des mots, un système mafieux avec une économie souterraine. Mais pourquoi? Parce que ce sont aussi des lieux où les services publics ont disparu, où les élus ont parfois baissé les bras, où les politiques de la ville se sont amenuisées quand elles n'ont pas totalement disparu. Et c'est alors que prospèrent les prédateurs, car les proies potentielles sont nombreuses. Alors oui, il peut y avoir un terrorisme low cost, mais il n'y a pas de loup solitaire. Même chez ceux qui s'auto-radicalisent dans leur chambre, il y a un contact, avec des vidéos, des sites, des blogs de groupes terroristes qui provoquent et appellent au terrorisme, et la diffusion d'une propagande extrêmement sophistiquée sur Internet. Les liens numériques entretenus entre les individus et les groupes terroristes les conduisent à passer à l'acte. Là se pose un autre problème auquel il faut s'atteler, la régulation des réseaux sociaux et la fermeture de sites de désinformation. Aussi, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous entendre sur le bilan gouvernemental depuis 2017 pour faire face à ce défi lancé à notre République. Mes chers collègues, depuis plus d'un siècle, la loi de 1905 concernant la séparation des églises protège les libertés les plus fondamentales: croire, penser, critiquer, caricaturer, blasphémer. Notre société est sécularisée. Elle est passée de l'hétéronomie, la loi vient d'en haut, au régime de l'autonomie. La loi est produite par les hommes. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi, aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. J'aurais une pensée ici pour nos millions de compatriotes qui pratiquent leur religion dans le respect du principe de laïcité. Ils ne méritent pas d'être salis par des entrepreneurs de haine qui attaquent notre République. Et je vous invite à relire cette magnifique tribune parue au moment du discours des Mureaux du président de la République, tribune du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui, je crois, mérite non seulement notre attention, mais notre respect. Contrairement aux fantasmes trop souvent véhiculés, aucune église ne détient plus en France, aujourd'hui, le monopole de la vérité religieuse. Aucun culte ne doit exercer une influence directement politique allant au-delà de son autorité spirituelle et morale. En conclusion, mes chers collègues, rappelons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je la cite: « Aucune règle n'est supérieure à la loi, expression de la volonté générale. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. » Puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen existe, puisque la Constitution existe, puisque les lois existent, il n'est pas nécessaire de les rendre bavardes. Notre seul impératif est de les appliquer. Ces textes sont la force de notre démocratie, la force de l'état de droit, et ils constituent l'antidote aux totalitarismes les plus divers. Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, votre proposition de loi constitutionnelle, ne vous en déplaise, correspondait à votre agenda dans un temps donné. Mais le temps a changé. Nous vous laissons à votre chemin proclamatoire. Le groupe socialiste, écologiste, républicain ne participera pas au vote ce soir. La parole est à Monsieur Ravier pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le hasard du calendrier législatif aura voulu que nous débattions ce jour de la prééminence des lois de la République, 3 jours seulement après l'abomination de Conflans-Sainte-Honorine.
Rendons hommage à l'entame de cette discussion à la 267e victime de l'islamisme depuis 2012 dans notre pays, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, décapité par un islamiste tchétchène. Ils ne passeront pas. Voici la seule réponse de l'exécutif dans ces circonstances de guerre. Quelle pitoyable farce, car ils sont déjà là, Monsieur le Président. Ils sont déjà là, Monsieur le Ministre. Dans les écoles, les hôpitaux, les associations sportives, culturelles et cultuelles, les entreprises, les services publics et bien sûr les partis politiques. Plus aucun pan de notre société n'est préservé de ce fléau de la division communautaire et du cancer islamiste. Le communautarisme est la lèpre de notre pays. Il divise, il sépare, il se moque de la loi, il la combat. De ce communautarisme est née en France une 5e colonne islamiste hostile à ce que nous sommes et déterminée à nous abattre. Elle se compose de la réunion du séparatisme d'en haut, celui des élites individualistes, des élus islamo-clientélistes et indigénistes, avec un séparatisme d'en bas, celui des trafiquants, des crapules et des religieux extrémistes. On est loin, très loin, de la prééminence des lois de la République. Tabou parmi les tabous, vous refusez toujours de remettre en question la politique d'immigration massive, alors que c'est au grand remplacement que nous devons la grande fracture communautaire. Dans ces conditions, l'islamisme a encore de beaux jours devant lui. Par le caractère massif de l'immigration, nombreux sont les individus qui ont rejeté notre modèle français et qui ont préféré conserver leurs mœurs, leurs coutumes, leurs traditions. Aujourd'hui, les plus fanatiques d'entre eux, devant nos renoncements, veulent nous imposer d'autres lois, celles de la charia. Vos bougies, vos drapeaux en berne, vos tweets ne suffisent plus à faire oublier que si nous en sommes là, c'est à vous que nous le devons. Vos rassemblements en place de la République ressemblent davantage au bal des hypocrites. Loin de manifester, vous devriez vous terrer de honte. Car si les barbus sont coupables, les élus, eux, sont responsables. Nos lois, bien qu'écrites et qui ne demandent qu'à être appliquées pour abattre le monstre islamiste, ne le sont toujours pas en raison soit de votre capitulation, soit de votre collaboration. Pendant ce temps, l'islamiste Farid Iken a déclaré à l'issue de son procès mercredi dernier, je le cite, « Sachez, chiens de Français, que nous sommes chez vous pour vous égorger. » 40 ans plus tard, monsieur le ministre de la Justice, la peine de mort par décapitation rétablie sur notre sol, mais seulement pour les innocents. Mes chers collègues, n'entendez-vous toujours pas dans nos villes et dans nos campagnes agir ces féroces soldats islamistes qui viennent jusque dans nos bras égorger et décapiter nos fils et nos compagnes? Alors aux armes, sénateurs, aux armes, monsieur le ministre Dupond-Moretti, aux armes de la loi. Rien que la loi, mais toute la loi. Et pour conclure, et je vous l'annonce, mes chers collègues, si demain encore, les lois de la République n'étaient toujours pas prééminentes dans les faits, et après s'être attaqués à tant de symboles de la République, la prochaine cible des islamistes pourrait très bien être assise là, parmi nous, au sein de cet hémicycle. La parole est maintenant dans la discussion générale au président Malhuret pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, ce qui est en question ce soir, c'est l'unité de la République. C'est elle qui a été piétinée vendredi à Conflans, comme elle l'a été à Charlie Hebdo et au Bataclan en 2015, comme elle l'est chaque jour par ceux qui obligent Sonia Mabrouk, Mila, Zineb El Razaoui, Salman Rushdie et tant d'autres à vivre sous protection policière. Comme elle est piétinée par ceux qui empêchent au quotidien des milliers de filles et de femmes musulmanes de se vêtir comme elles veulent, d'étudier à l'école publique et parfois tout simplement de sortir de chez elles. Cet assaut, l'islamisme le mène dans le monde entier, contre les musulmans qui n'appliquent pas la charia, contre les chrétiens, les juifs, les athées. Mais en Europe, c'est la France qui est la première visée, en raison notamment d'un des piliers de notre République que les fondamentalistes haïssent, la laïcité. Puisque l'islamisme nous déclare la guerre, il faut d'abord parler de nos succès. Le califat d'où partaient chaque jour des terroristes à destination de l'Europe pour y commettre des attentats majeurs a disparu grâce à une coalition où la France a joué un rôle essentiel. Grâce à cela, les attentats d'aujourd'hui, aussi horribles soient-ils, sont commis par des loups solitaires, demi-fous livrés à eux-mêmes
à l'arme blanche et non au fusil d'assaut en bande organisée. La France est aussi au Sahel, quasi seule hélas, pour empêcher les djihadistes d'établir de nouvelles bases arrières pour d'autres attentats de masse. Mais paradoxalement, cette bataille contre l'islamisme, c'est chez nous que nous risquons de la perdre. Les derniers chiffres font froid dans le dos. 74% des musulmans de moins de 25 ans pensent que leurs convictions religieuses passent avant les lois de la République, contre 25% des plus de 35 ans. Ce constat effarant n'est pas le résultat de la seule propagande salafiste, il est aussi le résultat de nos propres lâchetés, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Le rapport Aubin de 2004, soigneusement mis sous le tapis, les accommodements de tant de chefs de service avec les atteintes à la laïcité afin d'éviter les ennuis, notre incapacité à maîtriser les flux migratoires et les filières mafieuses de détournement des procédures d'asile, l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures d'expulsion pour 85% des personnes concernées, les 4000 étrangers fichés FSPRT encore sur le territoire, les ratés de la chaîne police-justice, dont le maillon judiciaire est aujourd'hui le plus faible, miné par le manque de moyens et par l'ultra-gauche judiciaire en déni de réalité. Il ne manquait plus que l'idée abandonnée in extremis de faire s'agenouiller des policiers place Beauvau pour se prosterner devant les indigénistes et les décoloniaux. Ces lâchetés, il est d'autant plus difficile de s'opposer qu'elles sont puissamment aidées par le cœur des pleureuses du camp du bien, des victimocrates et des indignés professionnels, prêts à bondir sur toute mesure de fermeté en criant à la discrimination et à la stigmatisation. Il est difficile aussi de s'opposer à ce qui est en train de devenir le cancer de nos sociétés démocratiques. Ce n'est plus seulement dans les mosquées salafistes ou dans les prisons que se recrutent les djihadistes, c'est sur le web, devenu l'écosystème des fake news, du complotisme, de la haine et désormais des influenceurs islamistes. L'assassinat de Samuel Paty a été préparé et peut-être programmé par une salve d'appels au meurtre sur les pages salafistes. La mise au pas des réseaux antisociaux est une urgence et il ne faut pas compter sur les milliardaires opérateurs de ces plateformes pour le faire spontanément, eux qui voudraient nous faire croire, parce que ça fait plus de clics, donc plus de fric, que les délits que sont les appels à la haine, à la colère, au meurtre et à tout ce qui peut gangréner nos sociétés démocratiques font partie de la liberté d'expression. Il fut un temps où la France se posait moins de questions. Elle accompagnait, elle accueillait des vagues de migrants et elle les assimilait. C'était le mot qu'on employait à l'époque et il ne choquait personne, ni les Français, ni les immigrés. Notre pays était alors sûr de son modèle républicain, de sa conception de la laïcité, de sa façon de vivre ensemble et de sa place dans le monde. Le plus grand défi aujourd'hui n'est-il pas de réussir l'intégration dans un pays qui voit ses valeurs s'estomper, comme s'efface peu à peu, à la surface de la mer, un visage de sable? Le plus grand défi n'est-il pas de convaincre que ces valeurs ne sont pas seulement celles du passé, mais aussi celles de l'avenir? C'est ce à quoi nous appellent les auteurs de cette proposition de loi. Bien sûr, cet exercice a ses limites, parce que cette proposition, si elle est adoptée un jour, le sera au terme forcément lointain d'une révision constitutionnelle, alors que depuis vendredi, les Français attendent des actes plus que des lois. Mais le but de ces auteurs n'est sans doute pas seulement là, il est de nous proposer un sursaut, de réveiller face au danger un pays qui s'assoupit dans ce domaine comme dans d'autres. Il est de rappeler, comme le faisait Samuel Paty à ses élèves, avec beaucoup de courage et de lucidité, que si nous devions abandonner les valeurs qui ont fondé notre République, la France ne mériterait plus de s'appeler la France. C'est la raison pour laquelle nous voterons cette proposition de loi. La parole est à Madame Benbassa pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en ces jours de deuil national, mon groupe et moi-même ne pouvons qu'appeler à plus de cohésion. Soyons unis, au moins en ce moment, au-delà de ce qui parfois nous divise, sensibilité politique, origine ou croyance.
La décapitation de Samuel Paty a bouleversé en moi le professeur que j'ai été autant que la sénatrice que je suis. 2 ans après mon arrivée en France, j'ai passé les concours nationaux de l'enseignement. J'ai enseigné 15 ans en collège et lycée. J'ai essayé moi aussi, partout où j'ai exercé, d'initier mes élèves de toutes origines à l'esprit critique, au débat, au respect de nos valeurs. La tragédie de Conflans-Sainte-Honorine n'a pas seulement coûté la vie à un enseignant de la manière la plus barbare, elle touche notre bien le plus précieux, la liberté d'expression. Les hussards de la République sont toujours à leur poste. Nous leur devons l'hommage qui leur est rendu aujourd'hui, eux que trop souvent on critique. La République leur doit soutien, protection et respect. Les a-t-elle assez écoutés? A-t-elle pris la mesure de la difficulté de leur tâche dans des contextes nouveaux? Oui, la République doit se défendre contre les fanatiques, mais elle doit aussi distinguer ceux-ci de l'écrasante majorité des musulmans de ce pays, aspirant à pratiquer leur religion dans le respect de la neutralité de l'espace public et des lois qui nous unissent au-delà de nos différences. Le fanatisme ne prospère-t-il pas sur le terreau de l'abandon, là où l'État a abdiqué, là où les services publics et la police de proximité ont disparu? La radicalisation de l'islam est un mal dépassant nos frontières. On n'y portera pas remède par des mesures sans ambition. Ce qu'il nous faut, ce sont des moyens pour le renseignement, des hommes et des femmes sur le terrain et au-delà des discours, un investissement concret de l'État de droit. Rassemblons-nous, repensons ce fléau et pas dans le court terme électoral. Les chantiers à ouvrir sont immenses et nous ne les mènerons à bien qu'avec le concours des musulmans eux-mêmes. Vous conviendrez que ce n'est pas la PPL dont nous débattons qui stoppera la diffusion de l'islam radical. L'article 1er de notre Constitution est clair. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion et respecte toutes les croyances. Ce texte fondateur, qui ne parle que d'une loi, celle de la République, embrasse la diversité de la France, de ses populations et de ses territoires. L'article 1er de cette PPL n'y ajoute rien. Par l'article 2 de cette PPL, vous souhaitez, dites-vous, prévenir toute immixtion des religions dans la sphère politique. Notre droit n'est-il pas assez armé? La loi de 1905 ne suffit-elle donc pas? L'impact électoral des partis dits communautaires est en outre anecdotique. Lors du scrutin législatif de 2017, les partis musulmans ont recueilli moins de 10 000 voix sur tout le territoire. Œuvrons pour une République inclusive qui respecte ses professeurs, ses soignants, les rémunère dignement et les encourage dans leur mission. Notre nation vit déjà dans l'anxiété de la pandémie. Elle doit surmonter le traumatisme de la mort horrible de Samuel Paty. En cette période de deuil national, le plus sage aurait été de retirer ce texte. Il n'apportera aucune avancée, il risque d'aggraver les crispations. Nous ne refusons pourtant pas le débat et nous le mènerons lors d'une loi plus ambitieuse. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires ne prendra pas part au vote. Je vous remercie. Ainsi, aujourd'hui, en France, on peut mourir décapité pour avoir fait un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression. Cette décapitation, ce meurtre horrible de Samuel Paty vient évidemment percuter
notre agenda législatif. Il le percute, mais il le justifie aussi. Il le justifie parce que nous avons bien fait, cher Philippe Bas, d'inscrire en priorité ce combat pour la loi républicaine contre ce totalitarisme islamiste. Nous avons bien fait. Il le justifie aussi parce que, au-delà des larmes, sans doute légitimes, des rassemblements, des marches, des discours, bien sûr parce qu'ils ne parviennent plus à masquer la réalité. Et la réalité, elle est crue, elle est difficile, mais il faut la regarder en face. Nous sommes en train de perdre la guerre contre l'islamisme radical, mes chers collègues. Et il faut réagir. C'est ce à quoi, aujourd'hui, nous vous invitons. Mais il y a évidemment de quoi se préoccuper quand on voit le chef de l'État attendre la 4e année de sa présidence pour inscrire à l'ordre du jour un texte contre le séparatisme islamiste. Il y a des préoccupations à entendre, comme on l'a fait il y a quelques minutes, le garde des Sceaux, que la règle commune semble gêner, qui évoque les exceptions pour ne pas avoir à renforcer cette règle commune, qui est pourtant explicitée dans l'exposé des motifs. Le Sénat, ce n'est pas le café du commerce. Le droit, ce sont des précisions. Et évoquer les ultramarins, les Alsaciens, pour penser qu'ils pourraient constituer une menace, qui peut le croire ici? C'est des arguties juridiques. Et j'attends de pied ferme, justement, le texte à vous écouter, monsieur le garde des Sceaux. Cet acte odieux doit être pris pour ce qu'il est, pas seulement un acte barbare, l'application de la charia en France. Pourquoi? Parce que désormais, dans des collèges, dans certaines zones territoriales, quels sont les professeurs qui pourront oser montrer des caricatures? Quels sont-ils? Cette jeune fille qui se promenait dans une rue de Strasbourg le 18 septembre et qui était agressée parce qu'elle était en jupe. N'est-ce pas, là aussi, un indice qui est un indice profondément inquiétant? Nous sommes en train de perdre, mes chers collègues, cette bataille. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas suffisamment en nos valeurs, en ce que nous sommes. Parce que nous avons, certes, Claude Malhuret, depuis longtemps, trop longtemps, accumulé trop de lâcheté. Mais parce que nous refusons de livrer un combat, une guerre, qui doit être un combat global. Le combat contre le djihadisme violent. Pas de revenants, monsieur le garde des Sceaux. Il faut s'occuper des sortants. Que fait-on de la prison qui est devenue, selon Hugo Micheron, un chercheur remarquable, l'ENA du djihadisme? Bien sûr, il y a aussi un autre front, les enclaves territoriales. Là aussi, j'espère que ce texte sera à la hauteur, texte qui nous est promis par le président de la République. Et puis, il y a l'espace symbolique des esprits, sans tomber dans le piège de l'islamophobie, sans tomber dans le piège de la guerre mémorielle, qui sert à cette disqualification radicale de la France, comme l'avait nommé un jour Pierre Nora, et qui alimente tous ceux qui ont pris la France comme une haine inextinguible. Il faudra, si nous voulons prendre le contrôle de la situation, reprendre le contrôle de l'immigration massive, parce que le tueur de Villeurbanne était afghan, parce que l'homme au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo était un faux mineur pakistanais, parce que l'homme qui a décapité Samuel Paty était aussi un réfugié tchétchène. Le lien désormais est établi entre une immigration massive, entre cette difficulté de l'assimilation de nouvelles républicaines et entre la montée des communautarismes, qui est le vrai terreau de l'islamisme, du communautarisme. Alors je crois que notre texte tombe à point, et je voudrais simplement redire, avec toute la sincérité dont nous sommes capables dans cet hémicycle, qui ne concerne pas un combat partisan, et que je me sens plus proche de Jean-Pierre Chevènement, de Manuel Valls et de bien d'autres, de ceux qu'on appelle la gauche républicaine, que certains de mes propres amis dans ma famille politique. Que dit ce texte? Article 1, il explicite ce que doit être la laïcité dans une période de confusion, de brouillage des repères.
des revendications identitaires et islamistes. Il explicite la définition de la laïcité, non pas celle que l'on connaît avec la loi 1905, dirigée vers l'État, mais celle dirigée vers chaque citoyen, qui ne peut exciper, qui ne peut évoquer son origine, sa religion, pour s'exonérer du respect de la règle commune. C'est ça la règle, et elle mérite d'être rappelée au sommet de la hiérarchie de nos normes, y compris pour adresser un signal clair aux magistrats, mais aussi pour donner cette boussole indispensable dans la vie quotidienne, comme le disait Philippe Bas, à tant de directeurs de collège, des principaux, des proviseurs, de chefs d'entreprise, des directeurs d'associations, évidemment. Et puis, il y a l'article 4, les partis politiques. Ajouter la laïcité au respect de la démocratie, au respect de la souveraineté, c'est naturel, évidemment. Et cette voie constitutionnelle nous permettra, parce que c'est l'article 89, d'avoir un référendum automatique. Le moment est venu de consulter le peuple français. Et c'est aussi tout l'avantage de la proposition que nous avons co-signée avec Hervé Marseille et Philippe Bas. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que cette clarification, elle est bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'on voit bien que la loi 1905 ne peut pas tout. Si la loi 1905, monsieur le garde des Sceaux, pouvait tout, alors il n'y aurait pas eu en 2004 la loi contre les signes ostentatoires. Il n'aurait pas fallu une autre loi spéciale en 2010. C'est évident. Et pour ce qui concerne la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2004, cette règle apporte quelque chose, puisqu'en 2004, vous l'avez souligné vous-même, il s'agissait d'établir les relations entre nos collectivités publiques, tandis que là, nous viserons les règlements intérieurs des entreprises, des associations et donc des clubs sportifs, qui sont souvent le foyer d'une radicalisation, parfois, quand les islamistes mettent la main sur ces associations-là. Donc c'est utile, et graver dans le marbre constitutionnel une jurisprudence, croyez-moi, là aussi, c'est important, parce que ce que peut faire un juge un jour, un autre juge, le lendemain, peut le défaire. Mes chers collègues, pour conclure, je pense que la France, à nouveau, vient de vivre un épisode tragique, extrêmement douloureux, parce que entre l'école, la République et la France, il y a une identification. Le pacte républicain, le pacte national, c'est le pacte scolaire. Quand la Troisième République veut nommer les professeurs, elle les appelle des instituteurs parce qu'il s'agit d'instituer un nouveau régime, la République. Eh bien, je crois que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, en disant qu'il faudrait toucher la loi fondamentale avec une main prudente, je pense qu'il y a de fausses prudences, mes chers collègues, qui sont de vraies lâchetés. Le moment est venu de dire, d'affirmer ce que nous sommes, ce que sont nos valeurs. Le moment est venu aussi d'éradiquer l'islamisme, sans aucune concession, en rappelant que la loi de la République est plus forte que la loi religieuse. Nous pouvons le faire ensemble, monsieur le garde des Sceaux. J'ai entendu les appels à l'unité nationale. On y a toujours répondu, dans toutes les crises, ici, au Sénat, mais là, la main que l'on vous tend, vous la refusez. Pour vous, l'unité nationale, c'est simplement dans un sens et dans un seul sens. Mes chers amis, que vive la République et que vive la France. Très bien, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Nombre de votants, 252. Nombre de suffrages exprimés, 229. Pour l'adoption, 229. Contre, 0. Le Sénat a adopté. Voilà donc pour cette séance consacrée à l'examen d'un texte visant à lutter contre l'islam radical. Ce texte, vous l'avez entendu, il a été adopté par les sénateurs. Peu de chance néanmoins qu'il le soit par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a en effet promis son propre texte sur le même thème pour le début du mois de décembre. On sera bien évidemment amené à en reparler sur notre antenne. D'ici là, restez avec nous, l'information politique continue sur la chaîne parlementaire.